le thème de cette seconde table ronde concerne un fléau d'une extrême importance qui est l'antibiorésistance, responsable actuellement, donnons quelques chiffres, de 700 000 morts par an. Le rapport d'un économiste paru en 2015, l'économiste O'Neill, prévoit sur la base de projections que l'antibiorésistance sera la cause la première cause de mortalité dans le monde d'ici 2050 et avance le chiffre de 10 millions de morts. Et si l'on s'en tient simplement à la France actuellement, les bactéries résistantes seraient la cause de 5000 décès par an, ce qui est, prenons une comparaison, plus que les décès dus à l'insécurité routière, et responsable aussi d'infections pour 125 000 patients. Donc c'est dire l'ampleur du problème qui nous occupe et de cette situation, et pour laquelle je pense qu'il est important de commencer par se demander comment on en est arrivé là. Alors avant de développer cette question, je vais d'abord demander aux participants de cette table ronde de se présenter. Alors bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Benoît Pilmis et je suis infectiologue dans le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, où je suis responsable de l'équipe transversale d'infectiologie, c'est-à-dire qu'on n'a pas directement de lit que nous gérons, mais nous aidons nos collègues dans la prise en charge aussi bien diagnostique que thérapeutique des patients présentant des infections, notamment liées aux bactéries multirésistantes. Oui, donc bonjour, je m'appelle Anne-Chantal Gouget, je suis directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du laboratoire de physique de la matière condensée, qui est une unité mixte de recherche École Polytechnique CNRS. Et je suis spécialiste de la chimie des matériaux et notamment de la fonctionnalisation de surface de matériaux. Bonjour à tous et aussi merci pour cette invitation. Je m'appelle Hanne Müllekal et je suis le directeur de recherche au CNRS. Je suis responsable du pôle multidisciplinaire, le mécanisme moléculaire, l'adaptation microbienne au laboratoire d'optique et biosciences, qui est l'unité mixte du CNRS INSERM et Polytechnique. Et je suis spécialiste du mécanisme moléculaire responsable pour la résistance antibiotique dans les bactéries. Et je suis Jocelyne Arcambourg, professeure en sciences de l'information et de la communication. Donc, je tenais surtout à remercier la chaire Technology for Change de nous avoir invités à participer à ces journées passionnantes. Donc, je disais tout à l'heure que la première question qu'on pouvait se poser, étant donné la gravité de la situation et son ampleur, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Cette question est bien documentée par les historiens aujourd'hui, en particulier, on peut en citer parmi d'autres certains comme Scott Podolsky, par exemple, à Harvard, qui est professeur de social medicine et qui a finement retracer l'évolution de ces médicaments miracles que sont les antibiotiques depuis la découverte de la pénicilline par Fleming, et qui est d'abord considéré comme un miracle au sens où la pénicilline puis les antibiotiques qui sont découverts à la suite viennent à bout de pathologies qui jusque-là étaient quasiment systématiquement mortelles. La tuberculose, un certain nombre de septicémies, les MST, dont la syphilis par exemple. Et puis arrive le contexte de la Seconde Guerre mondiale et les antibiotiques, là encore, vont permettre à des soldats blessés qui certainement seraient morts dans d'autres circonstances, eh bien, de pouvoir être guéris. Donc, évidemment, ce pouvoir des antibiotiques va créer un véritable engouement dans les populations et dans le corps médical, une confiance. Et de la part de l'industrie qui produit, de l'industrie pharmaceutique qui les produit, aussi une certaine banalisation.
Si l'on regarde maintenant du côté de la santé animale, où l'évolution se fait aussi de la même manière et où les usages des antibiotiques se développent, on peut se tourner vers les travaux d'un autre historien, Klaas Kirchhelle, qui est professeur à Oxford, et qui a particulièrement étudié un moment critique de cet enthousiasme pour les antibiotiques. C'est le moment où on a utilisé en élevage les antibiotiques comme promoteurs de croissance, c'est-à-dire plus seulement pour soigner des animaux malades, mais aussi pour les faire grossir plus vite et à moindre coût pour les éleveurs. Ce qui a suscité un certain nombre de problèmes, d'affaires et de scandales, aboutissant à l'interdiction de ces promoteurs de croissance en 2006 en Europe et en 2016 aux États-Unis. Ce n'est pas si éloigné dans le temps. Ce que l'on voit donc, ce que l'on constate, c'est qu'à partir des années 50, il y a un élargissement du champ des usages des antibiotiques qui va bien au-delà des objectifs qui leur avaient été assignés au moment de leur découverte. Alors on peut lister un catalogue à la Prévert de sprays à base de streptomycine pour traiter les infections des arbres fruitiers, l'usage de l'oxytétracycline comme conservateur de la viande de baleine en Norvège, les usages aussi d'antibiotiques en apiculture aux États-Unis, très largement aussi en pisciculture, dans l'élevage notamment des saumons et des crevettes, et aussi au Japon dans les années 60 dans les rizières. Alors cet éventail très large a conduit une anthropologue comme Claire Chandler, l'anthropologue britannique, à qualifier les antibiotiques non pas de simples médicaments, mais d'infrastructures de nos sociétés, dans la mesure où autour des antibiotiques s'organisent des systèmes de relations entre les êtres vivants, les choses et les discours qui impactent toutes sortes d'aspects, pour ne pas dire tous les aspects de la vie humaine. Donc, confronté à ces usages généralisés, eh bien, force est de constater que les bactéries se sont mises à résister. Et la prise de conscience de cette antibiorésistance demande aussi à être documentée parce qu'elle s'est faite avec un temps de retard, elle s'est faite assez lentement. Même si, au départ, la découverte de la résistance des bactéries est concomitante de la découverte de la pénicilline. C'est-à-dire que Fleming découvre en même temps la pénicilline et que les bactéries résistent. Mais pendant assez longtemps, le problème va être minoré. Le sentiment que finalement on a du temps, qu'il y aura toujours des antibiotiques, qu'à mesure que des résistances se développent, on peut découvrir de nouveaux antibiotiques qui vont permettre de les combattre, s'installe, et ce sentiment donc que finalement il y a une course contre la montre qui se fait, qui s'installe, mais que les antibiotiques auront toujours une longueur d'avance et le dernier mot. Alors, ce sentiment-là va être quand même tenu en échec, et petit à petit, l'émergence de résistances de plus en plus nombreuses, de plus en plus généralisées, de plus en plus diffuses aussi très largement sur la planète, va conduire à prendre des mesures. Alors, on a tous en tête, je crois, le souvenir en France de la campagne de 2002. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Il ne faut pas oublier que cette campagne a eu une efficacité pendant à peu près 5 ans et qu'ensuite la consommation d'antibiotiques est repartie à la hausse pour ne plus jamais véritablement baisser. Et que ces campagnes reposent sur un cadrage de l'antibiorésistance, qu'on appelle un cadrage en sciences sociales, c'est-à-dire une manière de comprendre l'antibiorésistance qui est principalement verticale. C'est-à-dire que les antibiotiques exercent une pression de sélection sur les bactéries qui se mettent à résister, qui résistent. Cette approche verticale, elle est effectivement, elle est très juste, et du coup, elle a pour conséquence de développer des solutions qui seraient assez mécaniquement, qui reposent sur la diminution de la consommation d'antibiotiques. Mais parallèlement,
dans les années 60, on a découvert des choses infiniment plus complexes qu'on qualifie aujourd'hui d'approche horizontale, c'est-à-dire la complexité des modes de transmission des gènes de résistance entre des bactéries qui ne sont plus nécessairement exposées à des antibiotiques. En fait, on a commencé à voir des patients qui développaient une résistance à plusieurs antibiotiques auxquels ils n'avaient jamais été exposés. Et donc cela a conduit le corps médical à s'intéresser à des travaux sur les plasmides qui jusqu'ici s'étaient plutôt développés dans un autre champ de recherche qui est la biologie moléculaire. Et donc le fait que les bactéries se transmettent des gènes de résistance modifie évidemment le regard qu'on peut porter sur l'antibiorésistance. Et puis aussi, on constate à cette époque que l'étude des plasmides fait apparaître qu'ils sont constitués non seulement d'antibiotiques qui sont utilisés par exemple à l'instant T d'une épidémie, mais aussi de gènes de résistance qui sont à des marqueurs plus anciens. Donc il y a une espèce de mémoire comme ça qui est conservée. Et donc ils peuvent accumuler ces résistances. Alors tout cela a amené un chercheur par exemple comme Stuart Levy, qui est une des grandes figures de la lutte contre l'antibiorésistance et un lanceur d'alerte aux États-Unis, à proposer le concept de pangénome, comme si, finalement, l'ensemble du monde bactérien pouvait être considéré comme un gigantesque organisme multicellulaire et comme si, à l'intérieur, on pouvait définir l'existence d'un rhizostome qui code la résistance. Les approches verticales et horizontales ne s'excluent pas du tout. Au contraire, elles se cumulent, elles se complètent, elles s'articulent. On va avoir l'occasion d'en parler au cours de cette table ronde. Et évidemment, cela soulève la question des réponses à ces phénomènes. Alors, il y a, je dirais, un peu deux types de réponses à l'heure actuelle. Les réponses classiques, qui sont absolument indispensables, c'est-à-dire la diminution de la consommation d'antibiotiques, les bonnes pratiques qui encadrent les prescriptions et la délivrance des antibiotiques, et puis la découverte de nouvelles molécules. Tout cela est absolument incontournable. Et puis il y a aussi des technologies innovantes ayant recours à des techniques de séquençage de génome, d'intelligence artificielle, de création de biomatériaux qui sont parmi celles qui sont explorées dans un centre interdisciplinaire comme E4Health. Donc c'est pour présenter le type de réponses qui sont justement explorées, enfin ce type de réponse, que je vais laisser la parole aux autres intervenants, en commençant peut-être par le professeur Pilmis. Nous avons un partenariat avec l'hôpital Saint-Joseph, et donc je vais lui poser une première question, c'est comment est-ce que vous êtes dans votre pratique professionnelle confronté à l'antibiorésistance, on sait que c'est un problème à l'hôpital, et quelles sont les technologies que vous déployez pour lutter contre cela? Merci pour la question. Donc, en effet, à l'hôpital, nous sommes de plus en plus confrontés à la problématique liée à l'antibiorésistance. Alors, on est en France et donc souvent, quand on pense antibiorésistance et qu'on regarde les médias, on pense souvent staphylocoque doré parce que c'était une bactérie qui était assez médiatisée. En France, on est plutôt préservé sur ce côté-là et notre problématique vient plutôt de ce qu'on appelle les entérobactéries, donc les bactéries qui résident normalement dans notre tube digestif et qui deviennent résistantes aux antibiotiques. On est de plus en plus confrontés, c'est-à-dire qu'on a 17% des patients hospitalisés actuellement qui sont porteurs dans leur tube digestif de bactéries dites multirésistantes aux antibiotiques. La définition de la multirésistance, c'est une définition qui date de 2013. On considère une bactérie multirésistante quand elle est résistante à plus de 3 familles d'antibiotiques à laquelle la bactérie sauvage est normalement sensible. C'est une notion qui est un peu en train d'évoluer dans le temps. On est en train de passer de cette définition de la multirésistance qui pose le problème de ces familles d'antibiotiques à laquelle la bactérie est résistante, parce qu'elle n'est pas extrapolable d'un pays à l'autre, parce que selon les antibiotiques qu'on a à disposition, on peut avoir encore 2 ou 3 molécules efficaces, comme on peut en avoir 0. Donc plus récemment, la notion de difficult to treat est apparue dans la littérature et qui se place plutôt pas du côté du microbiologiste, mais du côté du clinicien, et qui définit comme résistante la bactérie pour qui nous n'avons plus qu'une ou 2 molécules qui nous permettraient de traiter le patient.
Et ce raisonnement me paraît à mon sens plus intéressant parce que justement on peut avoir une bactérie difficult to treat dans certains pays, par exemple d'Afrique, où le recours aux antibiotiques est assez large, alors qu'elle serait, entre guillemets, facile à traiter en France. Actuellement, donc, je vous disais, 17% de nos patients sont porteurs dans leur tube digestif de bactéries multirésistantes. L'infectiologue va se retrouver confronté à cette bactérie dans deux situations. Petit 1, le patient est porteur dans son tube digestif, il s'infecte. On va nous appeler, classiquement, et nous dire quelle est l'antibiothérapie que je dois débuter chez ce patient. À ce moment-là, nous sommes dans ce que nous appelons donc le traitement probabiliste. Je ne sais pas encore à quoi mon patient est infecté, quelle est la bactérie en cause dans l'infection, et la question qui va se poser est est-ce que je dois intégrer cette bactérie multirésistante dans mon antibiothérapie probabiliste? Et petit 2, est-ce que j'ai le moyen d'avoir rapidement le diagnostic de mon infection et le diagnostic de cette résistance? Actuellement, nous avons donc des outils innovants, notamment des PCR, qui nous permettent maintenant assez rapidement, à partir d'une bactérie, de pouvoir déterminer si oui ou non, avant même qu'elle ait poussé, qu'on ait fait un antibiogramme classique, de savoir si oui ou non elle exprime ce gène de résistance. Deuxièmement, est-ce que je peux prédire? Est-ce que j'ai des algorithmes qui peuvent me permettre de prédire si oui ou non mon patient est à risque de s'infecter avec la bactérie dont il est porteur? Quels sont les critères que nous connaissons actuellement? On sait que les facteurs de risque chez un patient porteur d'une bactérie multirésistante de s'infecter avec sa bactérie multirésistante sont petit 1, est-ce qu'il a été préexposé aux antibiotiques? Est-ce qu'il a reçu récemment des antibiotiques? Qu'est-ce que va avoir fait l'antibiothérapie qu'il a reçue préalablement? Elle aura fait augmenter la biomasse de bactéries multirésistantes dans son tube digestif. Or, cette biomasse est un facteur déterminant. S'il est porteur de une bactérie sur 10 millions résistantes et qu'il s'infecte, il s'infectera avec les 999 000 autres. Si 50% des bactéries de son tube digestif sont résistantes, là, le risque est beaucoup plus important. Petit 2, est-ce qu'il existe une porte d'entrée à cette infection? Est-ce que le patient a une sonde urinaire? Est-ce que le patient a une sonde d'intubation? Est-ce que le patient a des cathéters? On sait que tout ça va favoriser la survenue d'une infection. Classiquement, si on a une sonde urinaire, on est plus à risque nettement d'avoir une infection urinaire. Deuxième situation, mon patient est infecté et je sais déjà qu'il est infecté avec une bactérie multirésistante. Et là, je vais avoir à choisir quelle est l'antibiothérapie que je vais privilégier. Actuellement, si j'ai 2 ou 3 molécules disponibles pour traiter mon patient, je pourrais me poser la question de quelle est la meilleure molécule pour traiter ce patient. À efficacité équivalente, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'une ou l'autre des molécules va avoir moins d'impact écologique sur son microbiote digestif et moins favoriser l'émergence d'autres bactéries multirésistantes. Actuellement, quand on demande à des médecins de classer, à des infectiologues même, de classer les antibiotiques de l'impact écologique le plus fort à l'impact écologique le plus faible, classiquement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont classer du spectre d'activité, donc du nombre de bactéries sur lequel l'antibiotique est efficace, le plus élevé au plus faible. Ce qui est une erreur et une méconnaissance de la voie d'élimination des antibiotiques. Un antibiotique, on a tous dans notre entourage des gens qui ont fait des infections urinaires. On prescrit le fameux sachet dit de monuril, donc qui est de la phosphomycine. On en prescrit en France des camions entiers et on ne voit pas d'émergence de résistance à cet antibiotique. Pourquoi? Parce que l'antibiotique est complètement absorbé, relargué dans les urines, on ne le retrouve pas dans le tube digestif. Donc, actuellement, on ne sait pas classer nos antibiotiques de l'impact écologique le plus fort à l'impact écologique le plus faible, ce qui, à mon avis, est un manque, et notamment un manque quand un nouvel antibiotique est commercialisé. On aurait envie déjà de connaître cette notion. Deuxièmement, est-ce que mon patient, je vais lui prescrire son traitement antibiotique? L'antibiotique, comme vous le savez, est absorbé, en général au niveau de l'intestin grêle, passe dans la circulation sanguine et va aller au site infectieux. Une partie de cet antibiotique ne sera pas absorbée par l'intestin grêle et va se retrouver dans le côlon. Tous les antibiotiques résiduels présents dans le côlon, entre guillemets, n'ont rien à y faire, en tout cas médicalement, mais ont un impact microbiologique et un impact sur le microbiote digestif de mon patient. Est-ce que j'ai des moyens de limiter cet impact et des moyens de limiter l'effet microbiologique de ces antibiotiques résiduels dans le côlon de mes patients? Actuellement, des stratégies innovantes reposent sur la co-administration, petit 1 de mon antibiotique, petit 2 d'une substance. Alors, les Européens développent plutôt un charbon, les Américains plutôt une enzyme.
qui auront comme fonction soit de détruire les antibiotiques résiduels dans le côlon, soit de les absorber. En disant, si je les détruis ou si je les absorbe, je n'ai plus de substances microbiologiquement actives dans le côlon, donc pas d'impact sur le microbiote de mes patients. Et enfin, troisième point, là je vous parle de tout ce qu'on fait à l'hôpital. Il faut bien se dire qu'en France, la consommation d'antibiotiques, c'est 90% de prescription en médecine de ville, 10% à l'hôpital. Donc tout miser sur la réduction et l'amélioration des pratiques antibiotiques à l'hôpital, notamment par la généralisation des équipes mobiles dont je fais partie, est probablement très nettement insuffisant, étant donné que 90% de cette prescription se fait en ville et que les médecins généralistes, au final, sont assez dépourvus. À l'hôpital, on a accès facilement à des bilans biologiques, à des outils microbiologiques, à des examens d'imagerie. Le médecin généraliste est en général seul face à son patient. Son patient a une demande. Son patient peut parfois avoir une demande appuyée parce qu'il désirerait recevoir une antibiothérapie. Le médecin généraliste n'a que, lui, ses connaissances et son stéthoscope pour pouvoir actuellement lutter contre ça. Probablement quelque chose qui manque pour aider nos collègues généralistes, c'est des outils d'aide au diagnostic rapide des infections. On a le test du diagnostic rapide de l'angine, que vous avez peut-être déjà vu faire ou dont vous avez peut-être déjà bénéficié, qui permet de différencier infection bactérienne et infection virale. Mais en dehors de ces outils de diagnostic rapide, les autres sont très limités. Les outils de diagnostic rapide de la grippe, les outils de diagnostic rapide des infections urinaires sont assez limités et probablement c'est un pan également qui va amener à se développer afin de pouvoir aider et guider l'antibiothérapie chez nos collègues généralistes. Merci beaucoup. Je crois que justement la question de l'aide aux outils de détection rapide des infections est une question cruciale. Peut-être que Anne-Chantal Gouget va nous en parler plus spécifiquement. Vous pourrez alors peut-être échanger sur effectivement vos recherches respectives en tant qu'elles ont un point commun. De même que tu vas pouvoir nous parler aussi de la production de biomatériaux qui empêchent l'adhésion de bactéries résistantes ou non, mais en tout cas, en ce qui nous concerne et ce qui nous préoccupe, de bactéries résistantes. Et je pense que ça aussi est d'une utilité à l'hôpital, donc vous allez pouvoir peut-être dialoguer sur ces questions. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, au laboratoire, nous travaillons sur 2 axes de recherche. Le premier sur les biocapteurs pour une détection et une identification simultanée de la nature de pathogènes à faible taux, et le second axe qui est sur les revêtements antimicrobiens. Alors, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Benoît, c'est qu'effectivement, il est important d'avoir une meilleure utilisation des antibiotiques, et cela, ça passe par la réduction et également par un meilleur ciblage de leur consommation. Et pour ça, il est vraiment important que les médecins, alors je pense les médecins de ville, justement, les généralistes, aient des outils à leur disposition pour justement pour facilement distinguer des infections virales des infections bactériennes, mais également aussi de pouvoir identifier la nature d'une souche pathogène dans le cas d'une intoxication alimentaire ou encore pour choisir un antibiotique pertinent. Or, aujourd'hui, ces tests sont principalement réalisés en laboratoire d'analyse et durent entre 2 et 4 jours. Avec une première étape qui est un peu l'étape limitante de presque 24 heures où on va faire la mise en culture de l'échantillon que l'on vient de prélever. Et donc on comprend bien que le médecin ne va pas attendre d'avoir ces résultats et va commencer à prescrire un premier traitement antibiotique qui souvent c'est des antibiotiques dits un peu précieux dans le sens où ils sont récents et à large spectre, quitte à après réajuster le traitement une fois qu'il connaît le résultat. Et donc, un des défis actuels, c'est vraiment de développer des outils qui soient beaucoup plus rapides pour identifier des traces de pathogènes. Et donc, quand on dit rapide, c'est typiquement de quelques minutes à maximum quelques heures. Comme ça permettra d'éviter cette utilisation d'antibiotiques précieux
lorsque d'autres, plus courants et peut-être plus étroits, mais sont largement suffisants pour traiter la pathologie. Et donc, au laboratoire PMC, nous travaillons sur les biocapteurs parce que nous pensons que ce sont des outils de choix pour faire une détection spécifique de pathogènes. Et notamment parce qu'aussi ces outils répondent à un certain nombre de ces défis en termes de sensibilité, de rapidité, de coût et de portabilité. Cependant, ces outils actuellement ne permettent pas d'identifier. On peut détecter spécifiquement une bactérie E. coli, mais de là à vraiment avoir son identification, la nature chimique de cette bactérie, ça pour le moment ça fait défaut. Et l'autre point, c'est le manque de fiabilité encore à l'heure actuelle de ces biocapteurs, ce qui empêche un peu leur industrialisation. Et donc, ça fait des années que nous développons cette thématique où nous avons proposé différentes architectures de biocapteurs pour, d'une part, améliorer la fiabilité de la détection, mais d'autre part pour avoir une identification simultanée de la nature de la souche. Alors je vais essayer un peu de me risquer de vous expliquer comment fonctionne notre biocapteur. Donc typiquement, nous partons simplement d'une lame de microscope en verre qui va être recouverte d'une couche de silicium amorphe et cette couche va permettre de faire une chimie de greffage robuste où on va pouvoir déposer localement, à différents endroits de la lame, des sondes biologiques. Et le rôle de ces sondes biologiques va être de détecter spécifiquement une cible d'un échantillon biologique analysé. Alors, par exemple, dans notre cas, nous avons travaillé sur des sondes anticorps qui sont spécifiques uniquement avec les récepteurs de surface de la bactérie Escherichia coli qui est responsable d'infections urinaires. Et donc, cette spécificité sonde cible, c'est vraiment ce qui fait le principe de fonctionnement d'un biocapteur. Alors, lorsqu'on dépose une goutte d'urine d'un patient qui est contaminé par E. coli, eh bien, les bactéries E. coli vont se mettre uniquement là où nous avons nos sauts d'anticorps. Et on va pouvoir ça visualiser facilement par un microscope. Ensuite, nous allons rajouter des nanobâtonnets d'or qui vont faire une réaction électrostatique et qui vont s'agréger uniquement là où j'ai déposé mes bactéries. Et ça va permettre d'identifier la nature chimique de ma souche, c'est-à-dire d'avoir une signature spectroscopique grâce à une technique d'analyse qui est très connue, qui est le Raman de surface, le Raman exalté de surface. Et donc tout ça, en moins de 3 heures, on est capable de détecter de très faibles concentrations, bien en deçà du seuil inflammatoire chez l'homme. Donc là, maintenant, l'objectif pour nous, et peut-être à discuter avec des infectiologues, mais ce serait de pouvoir déposer différents types de sondes qui seraient capables de détecter vraiment des bactéries qui seraient responsables, ou des principales bactéries responsables de maladies nosocomiales. Alors, avant tout, mon premier objectif, c'est avant même le design de ces biocapteurs, c'est vraiment de s'intéresser à cette chimie de surface, à toute cette bio-ingénierie de surface et de comprendre comment mes sondes vont s'accrocher, s'orienter pour avoir une interaction maximale avec ma cible, mais aussi pour éviter toute absorption non spécifique qui est contenue dans mon échantillon, d'urine par exemple, parce que j'ai peut-être ma bactérie E. coli, mais dans l'urine, il y a un tas d'autres macromolécules de protéines, peut-être des bactéries non pathogènes. Et donc, comme je veux avoir cette spécificité, il faut que je développe une chimie pour empêcher l'adhésion de bactéries ou d'objets non voulus. Et donc ça m'amène à mon second axe de recherche qui porte sur les revêtements antimicrobiens. Donc justement, ce sont des revêtements pour empêcher l'adhésion microbienne et la prolifération de bactéries sur ce genre de matériaux. Alors, on sait que la prévention des infections est vraiment le pilier de la lutte contre l'antibiorésistance, avec différentes pratiques qui ont été adoptées à l'hôpital, avec l'hygiène des mains, le port de gants, de masques, avec la désinfection des instruments chirurgicaux. Mais en parallèle de toutes ces stratégies, il y a un axe de recherche qui est très important, qui porte sur, on va dire, l'hygiène des matériaux, des biomatériaux, et où l'on va s'attacher à modifier les propriétés de surface des matériaux pour les rendre antibactériens ou antimicrobiens.
Alors, quand on parle de matériaux, ça peut concerner les implants, ça peut concerner les sondes urinaires, ça peut concerner les pacemakers, les instruments chirurgicaux et tous les textiles qui peuvent être utilisés à l'hôpital, que ce soit les draps, la blouse chirurgicale, etc. Alors, en général, il y a 2 types de revêtements antimicrobiens. Donc, les premiers, c'est des revêtements anti-adhésifs, c'est-à-dire ils ont cette capacité à empêcher l'adhésion bactérienne sur leur substrat. Et pour ça, on utilise généralement des polymères qui sont hydrophiles, tels que les polyéthylène glycols, par exemple, car ces molécules, comme elles sont hydrophiles, elles forment une couche d'eau à leur surface et ça va agir comme une espèce de barrière stérique qui va empêcher l'adhésion des protéines et des bactéries qui, eux, sont plutôt hydrophobes. Alors ça, c'est le premier type de revêtement. Et le deuxième type de revêtement, c'est ce qu'on appelle les revêtements antimicrobiens. Où là, cette fois-ci, ce sont des revêtements qui vont permettre, lorsqu'une bactérie va s'approcher, ils auront cette capacité de tuer la bactérie. Donc, soit par contact direct ou soit par relargage de molécules actives et qu'on appelle les biocides. Donc, les biocides, ça peut être des nanoparticules d'argent, ça peut être des ammoniums quaternaires, etc. Et donc maintenant, ce que nous savons, c'est qu'il est important d'avoir différents types de biocides sur les matériaux et également que ces biocides doivent être associés avec des molécules repoussantes, donc anti-adhésifs, de façon à vraiment augmenter leur activité microbienne. Et donc, à l'heure actuelle, ces stratégies ont été prouvées essentiellement sur les bactéries, mais depuis la pandémie du Covid-19, comme vous le savez, on a bien vu qu'il y avait des temps de vie relativement longs du virus, aussi sur les surfaces des matériaux, plus d'une dizaine d'heures selon la nature du matériau. Et donc, l'idée qu'on a, c'est de se dire que est-ce que toutes ces stratégies qui ont été maintenant développées sur les matériaux pour lutter contre les bactéries, est-ce qu'elles sont également efficaces pour lutter contre les virus? Et donc, voilà, nous avons comme ambition de développer une procédure qui est un peu universelle et respectueuse de l'environnement pour fonctionnaliser différentes surfaces de polymères pour les rendre, donc cette fois-ci, antimicrobiennes, c'est-à-dire qui vont être résistantes vis-à-vis des bactéries et des virus. Alors, nos objectifs sont d'utiliser la technologie plasma, car c'est un procédé propre, rapide, et qui permet d'obtenir des films minces à basse température. Le deuxième objectif, c'est d'utiliser des molécules biosourcées, du type les huiles essentielles ou qui sont extraites de la biomasse et qui sont connues pour leur action bactérienne et virale potentielle. Et enfin, c'est de faire un attachement covalent robuste de ces molécules sur les matériaux dans le but d'obtenir donc des revêtements qui soient durables, reproductibles et éventuellement réutilisables. Donc voilà, donc c'est un peu les axes de recherche que nous développons et qui s'inscrivent donc dans la lutte contre l'antibiorésistance. Alors juste peut-être en 1 minute, Benoît, vous voulez peut-être réagir avant de laisser la parole à Anouk, qui doit avoir son temps de parole, mais je pense que... Alors oui, merci beaucoup, parce que je ne connaissais pas du tout les biocapteurs et je pense qu'en effet, tout ce qui pourra être développé pour aider à mieux prendre en charge nos patients et à diminuer les durées de traitement probabiliste, donc du traitement où on est à l'aveugle. Et en effet, chez les patients porteurs de bactéries multirésistantes, on a tendance à taper large, entre guillemets, ne peut que aider à la prise en charge de ces patients. Et je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant. Et pour ce qui est des revêtements antibactériens, alors là, les applications, à mon sens, sont énormes. Et je pense notamment, alors un exemple très précis, mais donc c'est juste que je vais vous faire très rapidement. Comme vous le savez, maintenant, on a des assistances circulatoires pour les patients qui ont fait des infarctus massifs et qui sont contre-indiqués à la greffe cardiaque. Donc, ils ont une assistance circulatoire qui est implantée en intrathoracique et qui remplace le cœur, mais malheureusement qui est très énergivore. Donc, les patients vivent avec 2 batteries à la ceinture et avec un câble qui sort au niveau de l'abdomen. Et la quasi seule complication actuellement de ces assistances circulatoires, c'est l'infection de ce câble qu'on doit changer de place régulièrement, voire qu'on ne peut plus traiter quand le patient est trop dépendant de sa machine, qu'on ne peut plus opérer le patient. Et en effet, donc je vois oui, en effet, il y a des applications, notamment en maladies infectieuses, qui sont énormes.
Alors, on va revenir maintenant avec les recherches d'Anu Melikallio sur des questions plus peut-être moins appliquées immédiatement, mais qui sont en fait qui ouvrent la porte à une quantité d'applications. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un peu difficile à exprimer pour moi en français au Collège de France, mais je vais essayer quand même. Et la première chose, je voudrais soutenir le micro, parce qu'en fait, je suis microbiologiste et nous sommes ici parce que nous avons le microbiote qui est absolument nécessaire pour nous. Pas toutes les bactéries ne sont pas mauvaises pour nous, en fait, c'est la minorité de bactéries qui sont mauvaises pour nous. Et ce sera idéal pour avoir l'antibiotique qui cible spécifiquement pour cette bactérie qui sont mauvaises. Mais en fait, pour des raisons économiques, probablement l'industrie pharmaceutique n'est pas intéressée pour développer les nouvelles antibiotiques spécifiques pour les bactéries, parce que l'antibiotique est quelque chose qu'idéalement, après que le clinicien a trouvé le bon antibiotique, est utilisé pendant quelques jours et il n'y a pas d'intérêt économique pour développer tout ça. Et la question, c'est vraiment c'est qui devra développer ce nouveau antibiotique que nous avons besoin dans quelques années. Moi, je suis intéressé particulièrement pour essayer de comprendre comment la résistance évolue dans les mycobactéries, qui sont responsables pour la tuberculose. Dans ce cas, la résistance peut évoluer rapidement en raison de mutations qui passent au niveau de cellules. Il y a beaucoup moins de transfert latéral du gène dans le mycobactéries. Et il y a énormément de data publique disponible pour le séquençage du génome, le ADN de cette bactérie dans la database. Et dans une manière très concrète dans le laboratoire, nous avons analysé maintenant 90 000 génomes de tuberculose et nous avons trouvé les quelques mutations qui sont liées avec la résistance aux antibiotiques. Ça, c'est une approche pour essayer de comprendre comment la résistance émerge dans la nature. Ça, c'est une approche spécifique que nous avons prise. Et c'est un projet qui est financé par l'Eurotech Postdoc et ANR. Et l'idée là, ce sera vraiment maintenant que nous avons identifié cette mutation, ce sera pour imiter cette mutation dans le laboratoire et regarder est-ce que ça va augmenter la vitesse d'apparition de résistance aux antibiotiques et faire ça éventuellement dans le Mycobacterium tuberculosis directement. Continuation potentielle pour ce projet, en fait, on a pris la première étape avec le Share Technology for Change. On voudrait établir une nouvelle collaboration avec l'Institut Pasteur à Panguille pour essayer de travailler avec l'échantillon de Mycobacteria, soit de tuberculosis à partir du patient ou le mycobactéries environnementales pour essayer de trouver pattern de résistance dans cet échantillon qui vient de différents sites. C'est une collaboration en fait qui est facilitée par le fait que le directeur général de l'Institut Pasteur de Panguille est de mon ancien professeur qui est important pour établir la collaboration comme ça. Il y a aussi possible lien avec le zoonose, qui sont les maladies infectieuses qui sautent de animaux vers hommes. Et je crois qu'on est tout au courant qu'il y a un cas très pertinent
virus qui a probablement sauté d'animaux vers nous il y a 2-3 ans maintenant. Et ça peut arriver aussi on peut arriver à récupérer les nouvelles bactéries qui vont être développées après la résistance en antibiotiques que nous on utilise. C'est aussi important dans le contexte du aquaculture ou le farming, parce qu'il y a déjà l'évidence que la résistance aux antibiotiques peut être transférée à partir du vache vers le clinique, qui était montré par le séquençage du génome. Et en fait, le Setsuno, c'est quelque chose qu'on ne doit pas sous-estimer parce que je regardais hier, le OMS estime qu'il y a probablement 200 zoonoses qui sont déjà identifiées. Il y a probablement plus qui vont être trouvés encore. Particulièrement parce qu'il y a évidemment même le lien entre le réchauffement climatique et la résistance aux antibiotiques, en fait. Et on ne comprend pas trop bien de ce mécanisme encore. Autre projet concret que je suis participé, c'est une utilisation de l'intelligence artificielle. Pas cette fois, pas comprendre la résistance aux antibiotiques, mais plutôt pour essayer d'identifier les nouvelles molécules comme le candidat pour développer les nouvelles antibiotiques. Et ça, c'est une collaboration avec le laboratoire d'informatique à École Polytechnique, qui sont spécialistes d'intelligence artificielle. Et nous, on essaye ensemble maintenant d'optimiser le dernier modèle de IA qui sont appliqués dans ce domaine en utilisant comme l'école de cas une enzyme que nous avons découvert dans le laboratoire qui a priori est une cible intéressante pour les nouvelles antibiotiques, particulièrement contre la tuberculose et ulcères. Et là, en fait, on a constaté de manière intéressante que le problème de ce type d'approche, c'est lié avec l'effet que le training de l'algorithme de l'IA a besoin de résultats négatifs. Et en même temps, le biologiste n'oublie jamais les résultats négatifs. On a besoin de trouver les résultats négatifs pour faire le training de ce type d'algorithme. Il y a une vraie bataille en fait pour les data dans ce domaine qui est intéressante. Je crois que pour moi, ça suffit. Merci à nous d'abord pour ce bel exercice de synthétisation, de recherche extrêmement complexe et aussi de traduction en français. Je pense que ça aurait été plus facile en finnois ou peut-être en anglais. En tout cas, il y a un point important dans ce que tu as dit, c'est avoir évoqué les zoonoses et aussi l'environnement. C'est de montrer que ces recherches s'inscrivent dans ce que actuellement on appelle le One Health en anglais, qui est traduit en français par une seule santé. Et donc, s'il y a quelque chose qui doit émerger un peu de ces collaborations, c'est face à un problème qui est multifacette, qui est, on l'a dit, d'une très grande ampleur, la nécessité de collaboration interdisciplinaire, c'est ce que nous essayons de faire à notre échelle. La nécessité aussi de décloisonner et les savoirs et les pratiques, et puis d'appréhender ce phénomène dans ses dimensions à la fois qui concernent la santé humaine, mais aussi la santé animale et les passerelles entre les deux, mais aussi l'environnement et les passerelles entre les deux. C'est là que nous rebouclons notre table ronde sur la thématique qui nous a précédés, qui concerne l'eau notamment. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup pour ces interventions passionnantes. Moi, j'avais une remarque et deux remarques en fait, et une question. La première, c'est pour dire que, pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur l'importance du lien entre l'environnement
et la santé, l'importance du traitement des eaux usées pour ne pas diffuser des gènes d'antibiorésistance dans l'environnement. Et d'ailleurs, juste, je mentionne, vous avez dû suivre, je pense, lors de la pandémie de Covid, la capacité qu'on a eue collectivement à suivre l'état de santé de la population en mesurant les eaux usées. Donc on voit qu'on apprend aussi beaucoup de choses par là. Ça, c'est une première remarque. Et la question que j'ai, c'est j'étais surpris, vous n'avez pas mentionné du tout les bactériophages. Alors, est-ce que vous pourriez en parler? Parce que moi, j'avais compris que c'était quand même une voie d'innovation qui était intéressante. Donc, on n'est plus sur de l'antibiotique, on est sur un autre moyen possiblement de traitement. Merci. Alors, vous avez, je vais répondre, mais on va être plusieurs, je pense, à réagir, forcément. Vous avez, d'abord, sur le premier volet de votre remarque, oui, bien sûr, on a en tête, effectivement, ce qui a été fait au moment du Covid et ce traçage qui a été fait au moyen de l'analyse des eaux usées. Mais sur l'autre, sur les bactériophages, évidemment, c'est un sujet central. Évidemment, ça fait partie aujourd'hui des technologies innovantes, même si c'est très ancien. Bon, on ne va pas revenir sur toute l'histoire des bactériophages. En fait, on va dire que pour des raisons pratiques, on a voulu présenter ce que nous faisions déjà. Mais l'ouverture à d'autres partenaires, et notamment qui travaillent sur les bactériophages, on les accueillerait à bras ouverts, c'est évident. Je ne sais pas si d'autres... Oui, je peux rajouter que dans le domaine des biocapteurs, donc j'espère que vous avez bien compris qu'il fallait avoir une interaction spécifique entre les sondes qui sont sur le biocapteur et les cibles. Et les bactériophages sont très utilisés comme sonde, justement, pour sa capacité à être spécifique avec certaines bactéries. Alors après, elle va peut-être la détruire, peu importe, mais elle a sa capacité à reconnaître ça. Voilà. Donc dans les biocapteurs, c'est aussi utilisé. Je crois que le problème pour les bactériophages, c'est la régulation. En fait, techniquement, ce sera possible probablement modifier le bactériophage pour plusieurs types de bactéries. Mais régulation du niveau le genetically modified organisms, virus, ce n'est pas un organisme, mais ça peut être un vrai problème pour ce type d'approche. Pardon? Oui, la réglementation, excusez-moi. Ouais. Par contre, c'est utilisé en Arménie, je crois, depuis 80 et ça marche très bien pour les quelques bactéries. Oui, bonjour. Merci d'avoir montré le côté l'interdisciplinarité et de montrer comment ça pouvait résoudre aussi ce problème de l'antibiorésistance. Donc on a parlé de l'IA comme déjà une voie pour trouver de nouveaux traitements. J'imagine qu'il y en a d'autres d'un point de vue scientifique et puis sciences dures. Et ce que je voudrais aussi savoir, c'est d'un point de vue sciences humaines et sociales, quel pourrait être l'apport dans cette lutte générale contre l'antibiorésistance. Merci. Oui, alors c'est vrai que quand on pense antibiorésistance, on se dit immédiatement, et ça a été le cas pendant très longtemps, que pour lutter contre l'antibiorésistance, il fallait d'abord mobiliser les compétences et les ressources des sciences du vivant, et principalement des sciences de la médecine, mais aussi plus largement des sciences du vivant. On a vu quand même tout à l'heure que l'ouverture et les passerelles entre la médecine et la biologie moléculaire se sont faites à un moment donné. Ce n'était pas nécessairement évident dès le départ. Les sciences humaines et sociales, qu'est-ce qu'elles viennent faire là-dedans ? Je dirais qu'elles sont là, elles ont un rôle qui est d'éclairer les enjeux sociaux, économiques et de gouvernance de politique publique qui concernent l'antibiorésistance. Peut-être que justement, elles essaient elles peuvent donner l'opportunité de tisser des liens entre les recherches dont on a eu des exemples et qui se font dans des laboratoires ou qui se font à un niveau très, très abstrait ou qui se font dans des espaces
précis comme l'hôpital, et de décloisonner cela pour essayer justement de les relier à des enjeux sociaux, économiques ou encore de gouvernance plus généraux. Donc je pense que là, elles ont une espèce de rôle peut-être de go-between, justement. Et puis après, je crois que j'ai cité des historiens, et je crois que le rôle des historiens, c'est toujours d'éclairer le présent. J'ai cité les anthropologues qui interrogent nos relations au vivant, et une des grandes figures d'anthropologues qui enseigne justement au Collège de France, Philippe Descola, a déterminé des types de régimes de relations entre les sociétés et la nature, et ces différents, en fait, cette classification, ces différents types de relations à la nature peuvent nous aider, nous, à interroger les relations qu'on peut avoir avec le monde bactérien. Ça va jusque-là. Et au-delà de ça, il y a actuellement tout un champ en philosophique autour d'un philosophe qui s'appelle John Dupré, qui interroge ce qu'on appelle l'ontologie, c'est-à-dire la définition des êtres. Et la petite remarque que j'ai faite tout à l'heure en me fondant sur le concept de Stuart Levy sur le génome oblige peut-être à repenser nos ontologies classiques. Donc, je crois qu'en fait, l'espace de recherche de jeu, je dirais, des sciences sociales est quand même très vaste dans ce domaine. Hello there. I'm going to speak in English. My name is Peter Berry. I'm CEO of a company called SIPA SL in Seville. And my question relates to what new innovation is going on, and some of it's been touched on by the various speakers, but I come to a specific question. Benoit, at the start of your elegant discourse, you mentioned, I think, 17% of humans now carry multi-drug resistant bacteria. One, was that in France? Was it in Europe? Was it worldwide? Two, what is the reason for 17%? Is it just exposure, or is it something to do with the microbiome of humans who are not carrying drug-resistant bacteria? In relation to what this conference is about, it's about future research and innovation. There's quite a bit of research going on in crustaceans, for example, with only innate immunity, what might be biome-active substances. Could you summarize what's happening as new research, innovation in biome-active factors in humans, please? Okay. I can answer to the first point about the figures, and then you follow up. Okay, well, I said that, and this figure is produced by la Haute Autorité de Santé in France and la SPILF, la Société de Pathologie Infectieuse, Française de Pathologie Infectieuse, and they say there are 700,000 deaths worldwide due to antibiotic resistance. But what you're pointing out is very important and is very difficult. 700,000, yes. No, not 17. Oh, sorry, you're talking, yeah. This is for you. All right. Alors je vais répondre en français parce que je serai plus à l'aise. Alors les 17%, c'était sur une étude en France menée dans 8 hôpitaux, 4 en Île-de-France et 4 en province, qui était une étude faite un jour donné
où on prélevait des selles, et on ne faisait pas des écouvillons, mais on était parti de selles fraîches de patients, et on avait prélevé un peu plus de 500 patients, et on avait recherché dans leurs selles la présence ou non de ces mécanismes de résistance qui étaient des bêta-lactamases à spectre étendu. Et on avait en effet 17,5% des patients qui étaient porteurs. De manière assez surprenante, le délai préalable d'hospitalisation n'apparaissait pas comme associé à un surrisque, ou en tout cas à plus de patients porteurs. Ce qui apparaissait, c'était les services, par contre, d'hospitalisation des patients. Les patients qui étaient hospitalisés en réanimation, on en avait entre 25 et 30% qui étaient porteurs de BLSE, et dans les services de gériatrie, on était aux alentours de 25%. Comment les patients l'acquièrent? C'est des patients qui, en gros, avaient des inoculums très faibles, et on sait qu'on a des patients qui vont être porteurs de manière transitoire, et que lorsqu'on est porteur d'une BLSE, dans 80% des cas, on a éliminé ce portage en 1 à 2 mois. 20% restent porteurs de manière plus prolongée dans le temps, et il y a des études en cours sur est-ce qu'il existe des microbiotes ou pas qui favorisent l'implantation, et est-ce qu'il existe des profils de microbiotes qui favorisent la persistance, qui sont probablement deux choses différentes. Le facteur qui était également évidemment associé au portage était les séjours dans des zones d'endémie, notamment le sous-continent indien, dans les 6 mois précédents. Et là, une étude qui avait été faite par les collègues de Bichat avait en consultation pré-voyage, donc ils avaient inclus des patients qui allaient partir en voyage et qui consultaient pour les conseils, les vaccinations, les prophylaxies contre le risque palustre, et on leur proposait de faire un écouvillon avant le départ et au retour de voyage. Et parmi les gens qui étaient négatifs, ce qui était la grande majorité, donc ils avaient 90%, un peu plus de 90% qui étaient négatifs en termes de portage de BMR avant leur voyage, on en avait plus de 35% qui revenaient porteurs, et qui revenaient porteurs en moyenne de 3 bactéries multirésistantes. Et ils les ont suivis dans le temps, et 80% avaient éradiqué ce portage dans les 6 mois suivant leur retour. Donc on a des portages qui sont des phénomènes transitoires, et avec des bactéries qui vont ne pas réussir à s'implanter durablement au sein de notre microbiote digestif. Oui, mais est-ce que c'est une question de biome actif? Est-ce qu'il y a de la recherche sur le biome actif substance chez l'homme? Alors je crois qu'il y a des... Alors ça je connais moins bien parce que c'est moins mon domaine. Je crois qu'il y a des recherches actuellement en cours dessus, mais je vous dis, là je m'éloigne un peu par contre de mon domaine. Anou, tu voulais dire quelque chose? Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'études en cours qui parlent de petites molécules produites par le microbiome qui sont actives. Il y a les molécules qui peuvent diffuser dans notre cerveau, qui sont produites par les bactéries. Il y a les bactéries qui utilisent différemment la source de carbone. Sources de craie différemment, etc., etc. Il y a énormément de travail sur ce domaine. Et je crois qu'il y a le spécialiste dans la salle, si vous pouvez discuter. Oui, juste pour faire le lien avec la table ronde précédente, on a compris qu'on a tous on a un microbiote intestinal qui est évacué, qui part dans les eaux usées. Et est-ce qu'il y a un territoire d'innovation technologique dans déjà le repérage, enfin le devenir des antibiotiques ou des bactéries multirésistantes dans les eaux, et puis après dans les bouts d'épandage des stations d'épuration? Ouais. Et là on rentre dans des schémas beaucoup plus systémiques. Quel est l'impact sur l'agriculture? Vous voulez répondre? Oui, allez-y. Je voulais juste surenchérir, puisque vous parliez d'épandages, et que les épandages sont largement utilisés aussi en agriculture. Et à la sortie des hôpitaux. Ouais. Je vous laisse répondre. Je me permets de répondre, je ne veux pas monopoliser la parole, mais pour le coup, c'est un sujet sur lequel on a travaillé effectivement avec des partenaires sur ce sujet. Sur les deux sujets que vous avez mentionnés, c'est à la fois le traitement, le devenir des gènes de résistance aux antibiotiques dans les stations d'épuration. Donc on a fait un gros travail là-dessus, bibliographique en particulier, donc qui permet
d'enlever l'hypothèse qu'il y ait vraiment une diffusion, que les stations d'épuration, initialement, la peur qu'on avait, c'était qu'elles pouvaient être un lieu finalement de transfert entre bactéries, puisqu'on a, vous savez, des moyens de traitement qui sont en fait des lits, par exemple des boues activées, voilà, c'est des systèmes de traitement de l'eau, où on fait croître des bactéries, donc on pouvait penser que c'était possible que ce soit un lieu de transfert de gènes de résistance. Alors, ce qu'on a montré, c'est que c'est pas le cas, donc on est plutôt rassuré là-dessus. Ensuite, sur les boues, vous avez raison, c'est aussi un risque. Typiquement, le Covid, par exemple, par principe de précaution, l'ANSES nous a demandé d'arrêter de faire l'épandage des boues qui n'étaient pas hygiénisées pendant le Covid. Et il se trouve qu'on a mené un programme de recherche avec le CNRS, d'ailleurs avec l'Université de Lorraine également là-dessus, pour étudier la viabilité des traces, parce qu'en fait on détecte des traces d'ARN du virus dans les eaux usées, dans les boues également, mais il se trouve que le virus lui-même, c'est un virus enveloppé en fait, est assez fragile et donc n'était pas viable. Et donc ce qui fait que très récemment, l'ANSES a autorisé à nouveau l'épandage des boues non hygiénisées. Enfin, ce message, c'est pour dire que c'est des sujets qu'on regarde vraiment très attentivement. Et je pense que je dis on, c'est pas seulement Suez également, hein, mais on fait ça évidemment en collaboration. Et c'est un vrai sujet. Pour le coup, il y a vraiment un lien entre les deux tables rondes là, initiales. Et j'en suis. Enfin voilà, on est très sensible à ce sujet-là. Et à la sortie des hôpitaux également, très bonne remarque. Donc on travaille sur. Alors les hôpitaux, ça a été mentionné. Hein, en fait, les sources de médicaments. Donc en fait, il y a des traces de médicaments qui sont excrétées par le corps humain, soit par les urines, soit par les selles. Et qu'on retrouve dans les eaux usées. Et on pourrait penser que les hôpitaux seraient une source principale de ces résidus médicamenteux et également de bactéries. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est 10% à peu près hein, de ce qu'on reçoit. Donc en fait, la majorité des excrétions, c'est tout le monde en fait. Hein, parce qu'en fait, on a beaucoup de pratiques maintenant hospitalières qui sont les gens viennent juste la journée et puis finalement rentrent chez eux, et donc c'est un truc qu'on a étudié aussi également, surtout sur l'impact des micropolluants. Là c'est une autre vision, c'est le côté qu'est-ce que deviennent ces micropolluants dans l'environnement, en particulier dans l'eau, et comment est-ce qu'on peut les traiter. Donc on a des stations d'épuration spécifiques pour les hôpitaux, et également maintenant on va vers des stations d'épuration spécifiques également pour les villes plus largement. Je crois que, je suis désolée, mais on manque de temps. En revanche, visiblement, et c'était le but de la table ronde, ça suscite des échanges extrêmement intéressants. Donc, je vous invite à ce qu'on puisse les prolonger dans un autre cadre. Mais il nous faut laisser la parole aussi aux autres intervenants et cesser cette table ronde. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions et réponses. Je crois qu'on peut applaudir les intervenants.